Je m'appelle Robert Holkman, je suis directeur d'hôpital et universitaire. Et c'est à ce double titre que j'ai réfléchi et écrit sur la question de la fin de vie. Parce que dans les hôpitaux, évidemment, tout un chacun y est confronté, notamment les soignants, paramédicaux ou médecins. Et en tant qu'universitaire, j'ai été souvent interpellé par la façon dont on traitait ce sujet, avec une description de la fin de vie en établissement de soins qui ne correspondait pas du tout à ce que moi je pouvais observer, et surtout à ce qui était décrit par les personnels de soins qu'on peut interroger. La question de la fin de vie est problématique en ce sens qu'elle est aujourd'hui considérée comme une sorte de marqueur d'une bonne vie. C'est-à-dire, pour considérer bien avoir vécu, il faut être mort dans des conditions qui sont presque exemplaires. Et à ce titre, la réflexion sur l'euthanasie, c'est-à-dire l'assistance à mourir apportée à des personnes, s'inscrit dans une forme de démarche continue du progrès social. L'euthanasie serait une nouvelle étape du progrès social. Or, l'euthanasie, si elle était appliquée et légalisée comme dans les conditions qui sont celles réclamées par les principaux lobbies qui agissent en sa faveur, conduirait à l'inverse à pénaliser les gens qui sont le plus en difficulté socialement et à favoriser les plus aisés socialement. Et je m'explique sur ce point. L'euthanasie, a priori, est proposée et envisagée à des personnes en fin de vie ou pour lesquelles on considère que la prolongation de l'existence serait contraire à la dignité humaine et même à des principes philosophiques. Or, toutes les analyses le montrent depuis des décennies, les moins favorisés socialement sont ceux qui non seulement vivent le moins vieux, mais surtout ont une période d'existence sans handicap qui est la plus courte quand on la compare à celle des catégories les plus favorisées. Ce qui veut dire que si on réfléchit bien par rapport à cette prémisse, qui serait le plus concerné par l'euthanasie? Ce seraient les personnes qui ont eu les vies les plus difficiles, qui ont la vie la plus courte et surtout la vie en bonne santé la plus courte. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ce serait un progrès social d'inciter ceux qui ont eu le plus de difficultés à abréger leur existence, alors même que ceux qui sont les plus favorisés seraient moins concernés par l'incitation à l'euthanasie? Il y a souvent une image idéalisée de la mort qui est synthétisée dans un livre d'un historien, Philippe Ariès, qui renvoie à une sorte d'image où les mourants étaient accompagnés par leur famille aimante et compatissante jusqu'au moment du décès. Cette image est largement erronée pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne disposait pas, il y a ne serait-ce que 50 ans, des moyens en médicaments et en techniques de réanimation dont on dispose aujourd'hui. Ce qui veut dire que la mort est aujourd'hui bien moins douloureuse, infiniment moins douloureuse que celle qu'elle était il y a 50 ans, ne parlons même pas d'une centaine d'années, où le traitement de la douleur physique était quasi inexistant. C'est le premier point. Le second point, c'est que les familles n'étaient pas aussi compatissantes, attentionnées et aimantes qu'on veut bien leur apporter souvent. Dans une France rurale où la possession des terres était absolument essentielle, la prolongation d'une agonie pouvait parfois soulever un certain nombre de difficultés matérielles qui conduisaient certaines familles à ne pas être compatissantes, voire parfois à faire en sorte de précipiter le décès. Donc cette idée d'un âge d'or, entre guillemets, de la fin de l'existence qu'on aurait quitté pour un monde technique et déshumanisé de nos jours me semble totalement erronée. Je pense qu'aujourd'hui, on prend en charge bien mieux le décès, les souffrances à la fois physiques mais aussi psychologiques quand on est dans le cadre de traitement de soins palliatifs que ce qui prévalait jusqu'alors. Et c'est là un des paradoxes. Pourquoi, alors qu'on décède mieux qu'on décédait avant, pourquoi réfléchir à l'abrègement aujourd'hui de la fin de l'existence ?
On vit des révolutions médicales en ce moment sur le traitement de la plupart des maladies et surtout sur la possibilité d'intervention sur le génome humain qui est à l'origine sans doute d'énormément de maladies, notamment dégénératives. Et à telle enseigne qu'il y a deux entreprises et deux leaders d'opinion dont on parle beaucoup en ce moment, qui travaillent beaucoup sur ce sujet. La première entreprise, c'est Google, dont l'un des fondateurs a décidé de considérer la mort comme une maladie comme les autres, dont il faudrait trouver le traitement. Et donc, il a engagé les moyens financiers extrêmement importants qui sont les siens et ceux de Google dans une de ses filiales et qui réfléchit aux moyens d'allonger l'existence. Alors, jusqu'à quel point eux réfléchissent, en tout cas, jusqu'à 120, 130 ans actuellement dans des conditions de très bonne santé. Et le deuxième leader d'opinion, c'est Elon Musk, qui, par-delà son rachat de Twitter, par-delà son travail dans le domaine spatial, réfléchit aussi à la connexion entre des puces électroniques et des cellules humaines de façon à pouvoir enrichir et réparer l'être humain dans une vision qu'on appelle communément le transhumanisme. C'est là le paradoxe, c'est que dans un même temps, on réfléchit et on met en œuvre les moyens d'allonger considérablement la durée de vie d'un être humain en bonne santé. Hein. On ne parle pas de grabataires, on parle de gens en bonne santé, jusqu'à 120, 130 ans. Et dans le même temps, alors que le décès n'a jamais été aussi bien accompagné, on est en train de réfléchir à légiférer pour abréger la vie des êtres humains. C'est d'autant plus paradoxal qu'en 1987, un ouvrage a été interdit en France, qui est rarissime, l'interdiction et le retrait du marché d'un ouvrage, qui s'appelait « Suicide mode d'emploi » et qui décrivait les moyens les plus simples pour avoir un suicide totalement paisible. Et cet ouvrage a été interdit, et 1 an et demi plus tard, une loi a été adoptée par le Parlement réprimant l'incitation au suicide. Et c'est très surprenant parce que voilà une société qui interdit de pouvoir se suicider librement et qui, justement, parce qu'on ne peut pas se suicider paisiblement, réfléchit aux moyens de faire en sorte que les gens puissent demander à ce qu'on les suicide, entre guillemets. Alors qu'avec un accompagnement, ils pourraient tout à fait passer un cap difficile et ensuite avoir une vie longue et heureuse, et aussi heureuse que celle de la plupart d'entre nous. Le problème également, c'est que si on envisage la légalisation de l'euthanasie, il va falloir réfléchir à qui on l'autorise. Donc les lobbies pro-euthanasie nous disent actuellement des patients en phase terminale, connaissant des souffrances physiques et psychiques insupportables. Les exemples étrangers nous montrent que ce champ a tendance à s'ouvrir. On voit notamment en Belgique que des personnes dépressives, gravement dépressives, sont éligibles à l'euthanasie, que des mineurs peuvent l'être dans certaines conditions. Et donc la question se pose, c'est où mettre la limite dès lors qu'on a commencé à franchir cette limite. Un prisonnier condamné à 25 ans de prison, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une souffrance psychique intolérable et qu'il pourrait être légitime à demander à ce qu'on mette fin à ses jours? Est-ce que certaines situations de dépression gravissime, mélancolique, ne sont pas aussi des souffrances psychiques intolérables? Et donc, dans ces conditions, si on se met à légaliser l'euthanasie sur un certain nombre de critères très restrictifs, dès lors que ce premier verrou sauterait, le risque, c'est que tous les autres pourraient sauter les uns après les autres au fil du temps.